OK. Voilà. Moi, je ne suis pas. OK, donc, je refais la petite introduction. Je disais que nous avions parlé du protocole de Kyoto au début de l'enregistrement. Et puis, nous avons été déconnectés. Et puis là, nous continuons pour parler des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto. Et parlant donc de ces mécanismes, nous sommes en train de parler du commerce du droit d'émission ou emission trading. Et à ce niveau, j'avais posé la question de savoir c'est quoi le trading et puis l'émission trading. Et M. Souka avait dit dans sa réponse que le trading, de façon générale, c'était de se faire de l'argent à partir d'une certaine somme. Et là, maintenant, M. Sekou Touré a la parole pour nous donner son point de vue. M. Sekou, vous avez la parole. Alors, bien, donc, comme M. Souka l'a dit, le trading, c'est effectivement le fait de vendre pour un quelconque profit. Et l'émission trading, dans mon entendement, c'est le fait de... C'est le fait que... Excusez, Oui. tout à l'heure, vous avez dit, vous avez sorti un élément très important quand je n'avais pas lancé l'enregistrement. Et moi, je voudrais que cet élément-là ressorte. Vous avez parlé de vendre et acheter. Oui, vendre et acheter son quota d'émissions, en fait. Voilà. Donc, qu'un pays, par exemple, qui peut-être industriellement n'est pas très bien assis, décide de vendre son quota d'émissions à un autre pays qui, lui, est beaucoup plus performant dans son industrie et qui lui permettrait effectivement de produire plus de CO2 qu'il ne devrait. Voilà. OK. Et donc, c'est surtout ce mot-là, ces deux mots-là, vendre et acheter. Vendre et acheter. Lorsqu'on fait du trading, même au niveau des bourses, c'est pour vendre soit des actifs économiques, vendre ou acheter. Vendre ou acheter. Il y a des moments où tu vends, il y a des moments où tu achètes. Et si tu ne suis pas comment je vais dire ça, l'évolution des choses, tu perds de l'argent très rapidement. Ou bien, si tu suis bien, tu gagnes de l'argent très rapidement. Et voilà. Et donc, on arrive au niveau du changement climatique. Et tout à l'heure, je crois que, disons, on avait parlé de deux groupes qui commençaient à se distinguer. Un groupe qui est pour les réductions, un groupe qui est pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre, la stabilisation et la réduction. Mais on a un groupe qui n'est pas du tout d'accord. On avait vu ça. Un groupe qui ne semble pas être intéressé. Et à un moment donné, lorsqu'on voyait cette partie, je vous ai dit, faites attention à ce que je viens de dire. Il était question de pays développés qui voulaient donner de l'argent, financer les actions des pays en développement en termes de réduction de gaz, d'émissions de gaz à effet de serre. Je vous ai dit, retenez bien ceci parce que ça aura des conséquences et on va voir ces conséquences-là plus tard. Et donc là, vous voyez que l'idée a été émise. On va donner de l'argent aux pays en voie de développement. Mais l'argent qu'on va donner, c'est sur quelle base? Il faut trouver une base. Et là, voici qu'avec le protocole de Kyoto, je pense, on voit que cette base semble être trouvée. Et donc, c'est comme du genre, on va vendre des quotas. On va vendre et on va acheter. Comme M. Touré l'a dit, et c'est la question ici pour les pays développés qui ont les moyens d'acheter. Bon, tu veux de l'argent, ok. Moi, je te donne par exemple 10 millions, mais les 10 millions de dollars là, je devais réduire de 8%, mais je ne réduis rien. Mais toi, tu prends ces 10 millions de dollars et puis tu réduis chez toi. Voilà. Un peu dans ce sens. Et donc, les limites sur les émissions de gaz à effet de serre proposées par le protocole de Kyoto, sont un moyen d'assigner une valeur monétaire à l'atmosphère terrestre partagée. Ça, cette phrase me plaît. Assigner une valeur monétaire à l'atmosphère terrestre partagée.
Les pays industrialisés ont des objectifs obligatoires d'émissions à respecter, mais certains peuvent faire mieux que prévu. Le protocole permet ainsi aux pays ayant épargné des unités d'émissions, émissions permises mais non utilisées, de vendre cet excès aux pays ayant dépassé leurs objectifs d'émissions. Le marché du carbone est flexible mais réaliste. Donc, vous voyez que là, moi, je devais par exemple faire une réduction de 8%. Et puis, moi, en tant qu'État, bien sûr, je fais tout, je fais une réduction de 10%. Donc, j'ai 2% qui flottent là. Ces 2%-là, les États-Unis qui devaient faire 7%, on fait seulement 5%. Je vends mes 2% là aux États-Unis et ils me payent. Et c'est comme s'ils avaient fait leur 7%. Voilà. C'est comme s'ils avaient fait leur 7%. Ensuite, on a toujours dans le cadre du commerce, disons du emission trading, les pays ne remplissant pas donc leur engagement ont la possibilité, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, d'acheter le respect des engagements. Plus le coût est élevé, plus ils sentent la pression d'utiliser l'énergie de manière plus efficace, de faire des recherches et promouvoir le développement de sources alternatives d'énergie qui ont peu ou pas d'émissions. Donc, vous voyez que ce n'est pas de carbone qui sont vendus, ce n'est pas vendu certainement à des petits prix, parce qu'on veut contraindre toutes les nations, tous les États plutôt, à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si tu ne veux pas diminuer, que tu veux payer, c'est l'offre et la demande. On fait le prix élevé. Si tu penses que tu ne veux pas payer, tu vas agir en amont pour pouvoir diminuer tes émissions de gaz à effet de serre. Donc, les pays obtiennent des crédits pour unités d'absorption en réduisant leur, en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre par la plantation ou l'extension des forêts, par exemple. Ils peuvent réaliser des projets d'application conjointe avec d'autres États développés, en général avec les pays à économie en transition. Ils impliquent le financement d'activités de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans les pays en voie de développement, ainsi développent des projets au titre du mécanisme du développement propre. Les crédits obtenus de cette manière peuvent être achetés et vendus sur le marché des émissions ou épargnés pour une utilisation future. Donc, vous voyez. Et dans ce cadre de commerce de droits d'émission, on parle de deux choses très importantes. On parle de quoi? De l'application conjointe et du développement propre. C'est quoi? Oui? Docteur, moi, j'ai une petite question. OK. On est en train de parler de la monétisation de l'atmosphère partagée. Ce qui veut dire que pour chaque pays, il y a, disons, une certaine valeur qui lui est attribuée. Et qui définit cette valeur-là? Est-ce que c'est le commun? Est-ce qu'il y a une agence ou une institution internationale qui définit, par exemple, que la Guinée doit produire en moyenne telle quantité de CO2, les États-Unis telle autre quantité? Comment est-ce qu'on définit disons, ce quota? OK. C'est la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui s'occupe de toutes ces choses. Avec le GIEC fait des études scientifiques, mais c'est la Convention cadre qui est le cadre idéal pour, comment je vais dire ça, pour contrôler, pour décider et pour contrôler et pour suivre l'évolution de ces choses. Okay. Donc, ce sont les Nations Unies qui définissent cela. Cette convention cadre est donc logée au niveau des Nations Unies. D'accord. Merci beaucoup, madame.
Et donc, la notion de développement propre et d'application conjointe, nous allons nous y intéresser. Et donc, le mécanisme de développement propre, c'est quoi? On va voir. Donc, là, on va dire que l'atmosphère est endommagée par les émissions de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto inclut des dispositions pour soutenir les réductions dans les pays non tenus par les objectifs d'émission. Donc, vous voyez tout à l'heure, quand on a vu les contraintes de Kyoto, on a vu ce qui est imposé à l'Union européenne, on a vu ce qui est imposé à un certain nombre de pays industrialisés, les États-Unis, le Canada et autres. Et puis, on a vu l'Ukraine. En Ukraine, il était question de stabiliser. Non, pas de réduction, mais de stabiliser. Et donc, les pays en voie de développement n'ont pas eu de... ou les pays développés ou en voie de développement n'ont pas eu de... Je dis les pays développés, les pays pauvres, les pays en voie de développement n'ont pas eu de contraintes. Eux, ils n'ont pas eu de contraintes, mais quand même, on veut les inciter à faire des efforts qui vont dans ce sens. Et donc, on va, pour pouvoir les intéresser, on va mettre en place le mécanisme de développement propre, ou MDP, qui fonctionne de la façon suivante. Les pays industrialisés payent pour des projets qui réduisent ou évitent des émissions de gaz à effet de serre dans les nations moins riches et sont récompensés de crédits pouvant être utilisés pour atteindre leurs propres objectifs d'émission. Donc ici, ça se fait entre pays développés et pays pauvres. Les pays pauvres n'ont pas d'argent. Et donc, les États-Unis, par exemple, peuvent décider de venir mettre en place un projet de fabrication, par exemple, de pétrole à base de la biomasse. Ils vont financer tout. Ils vont envoyer quelques techniciens, ils vont former quelques techniciens locaux. Et donc, tout ce qu'ils vont faire ici, comment je vais dire ça? Ou bien même, je vais prendre l'exemple plus simple. Ils vont venir peut-être reforester. On a vu que la Côte d'Ivoire a perdu plusieurs hectares de sa forêt. Donc, ils peuvent venir mettre en place des forêts. Et les forêts, nous savons que les forêts sont quoi? Sont des puits de carbone. Hein? Les forêts vont séquestrer le carbone. Et donc, le taux de carbone que ces forêts vont séquestrer, les réductions qu'on aura, donc ce taux de carbone, on va attribuer ça. C'est comme si c'est les États-Unis qui diminuaient de façon indirecte leur émission de gaz à effet de serre. Vous voyez? Donc, ils viennent financer des projets ici et cela leur est imputé comme s'ils avaient diminué leur émission de gaz à effet de serre. Tout ça, à mon sens, c'est des stratégies pour ne pas diminuer, ou bien pour ne pas stabiliser ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc, les pays receveurs bénéficient gratuitement de la technologie avancée qui permettent à leurs usines ou leurs installations générant de l'électricité d'opérer de manière plus efficace. Tout ceci à bas coût et générant des profits élevés. L'atmosphère y est d'autant plus épargnée car les futures émissions sont plus faibles que prévues. Donc, vous voyez. Donc, une fois ces projets-là sont mis en place chez nous, je pense, soit le cas du Togo et puis de la Chine ou bien des États-Unis. Ils viennent, ils font ces projets, et puis bon, ça réduit ou ça séquestre le carbone, ou ça réduit les émissions de gaz à effet de serre, surtout principalement le carbone dans l'atmosphère. Et donc, cela est imputé aux États-Unis, comme s'ils avaient fait des efforts de réduction. Bon, on ne sait pas si les pays pauvres gagnent, mais en tout cas, voilà. Ensuite, toujours le mécanisme de développement propre. Donc, ce mécanisme intéresse aussi bien les pays riches que les pays pauvres et des mesures ont été prises pour le rendre opérationnel avant même l'entrée en vigueur du protocole. Vous voyez, là, ça les intéresse parce que, bon, ils n'ont plus ces pays riches
non plus ce fardeau de réduction. C'est comme, moi je pense que c'est une déviation, une déviation de l'objectif principal. C'est vrai que ça nous aide à nous développer d'une certaine manière et de la bonne manière, parce que je prenais souvent cet exemple, surtout au niveau du développement propre. Il y a certains étudiants qui m'ont demandé pourquoi ils ne veulent pas que nous on se développe comme on veut, puis ils viennent nous imposer. Parce que le développement propre veut dire, on vient mettre chez nous ici, c'est vrai, c'est des projets, mais c'est des projets qui vont dans le sens de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ces projets, on devrait peut-être ne pas utiliser les énergies fossiles. On devrait utiliser des énergies renouvelables, des choses dont on doit se développer, mais pas comme, en suivant l'exemple qu'eux, ils ont suivi, dont le résultat est aujourd'hui les changements climatiques. Et donc, certains étudiants ont dit, mais non, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'on se développe. Je dis, mais non, c'est un peu comme une femme qui a vécu des situations difficiles dans le passé, qui a dû vivre une vie vraiment qui n'honore pas la femme. Et puis, elle voit sa fille, une jeune fille, qui veut suivre son exemple. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout faire pour que sa fille ne suive pas l'exemple de vie qu'elle a vécu. Donc, c'est la même chose. Eux, ils se sont développés avec ces énergies fossiles et autres. Et aujourd'hui, on a les conséquences. Donc, ils veulent tout faire pour que nous, en nous développant, on ne soit pas, on n'utilise pas l'énergie de la même manière qu'eux et ainsi de suite. Donc, quelque part, il y a quelque chose c'est comme s'il y a une bonne intention quelque part. Voilà. Et donc, vous voyez que là, comme ça arrange pratiquement ces pays développés, ils n'ont même pas l'intention de diminuer et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, avant même que le protocole lui-même entre en vigueur. Ça les intéresse. Ça les intéresse tout de suite. Il est particulièrement rentable et offre un degré de flexibilité aux pays développés essayant d'atteindre leurs objectifs. Le MDP est supervisé par un conseil exécutif qui approuve une série de méthodologies pour la mise en place des projets. Pour être certifié, un projet doit être approuvé par toutes les parties impliquées, démontrer une aptitude mesurable à long terme de réduction des émissions et promettre que ces réductions soient additionnées à celles déjà produites. Donc, vous voyez qu'il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quel projet plutôt, qui est projet MDP. Il faut que les projets-là respectent les conditions qui sont là pour que ces projets soient appelés projets MDP. Et donc, voici un peu un exemple. Donc, ici, on a un pays développé, un pays riche plus ou moins, qui vient investir dans un projet en Afrique. En Afrique ici. Et donc, les unités de réduction certifiées qui vont être passées ici, les flèches rouges, c'est les émissions, c'est dangereux. Et ils émettent, et ils continuent d'émettre. Mais celui qui ne met pas ici, là, lui, on vient faire des projets, puisque bon, c'est planétaire, des projets pour que le carbone soit absorbé, séquestré. Donc, ça va diminuer les émissions. Donc, cette diminution-là, on va reverser ça aux pays développés, comme si c'était le pays développé qui avait fait les efforts de diminution de ces émissions de gaz à effet de serre. Ça a un sens. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ces projets-là, ces projets MPD, est-ce que ces projets-là, leur capacité de séquestration ou de réduction du carbone peut atteindre ce qui est émis par le pays riche? Ça, c'est une question que je me pose. Madame? Oui. J'ai une petite expérience là-dedans. OK. En Guinée, dernièrement, il y a eu un projet sous-régional. Donc,
C'était sous financement de l'AFD. Ok, Le projet était porté par OSFACO, ok. l'Observatoire des forêts Mhm, d'Afrique centrale et de l'Ouest, je crois. mhm, Donc, on voulait de ce projet, c'était qu'on fasse un compte écosystémique. mhm, Donc, le compte écosystémique, c'était de définir par région la capacité de séquestration de carbone. mhm, Et donc, les États devraient, après ces études-là, mhm. recevoir des subventions en lien avec les quantités de carbone que leur région, que leurs ressources naturelles pouvaient absorber. Mhm, Sauf que, en parallèle de ces projets, mhm. disons que les économies, les économies qui se développaient autour n'étaient pas très, très éco-friendly. Voilà. Donc, en même temps que, disons, les industries payent pour que on absorbe beaucoup plus de carbone, Mhm. mais en même temps, ils ne font rien pour les populations locales qui sont autour et qui ont besoin de ces ressources-là pour vivre. Voilà. Voilà. Donc, on empêche, par exemple, les paysans de couper la forêt pour cultiver Voilà. et on ne fait rien derrière pour que ces paysans aient d'autres activités qui leur permettent de survivre. Voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a une injustice. Moi, j'appelle ça une injustice où il y a quelque chose qui n'est pas clair qui se fait. Et donc, je pense que le problème n'est pas bien abordé avec Ouais. le MPD. Il n'est pas bien abordé, même avec même le commerce du carbone, parce que tout ça, ça fait partie du commerce du carbone. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas demander qu'on ne coupe pas la forêt. Il faut donner donc la possibilité aux villageois. La possibilité aux villageois de pouvoir se prendre en charge. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc, vous voyez l'exemple qui est là. Normalement, il y a des groupes qui vont encore exposer sur ça pour nous donner plus de détails. Parfois, on dirait que tu ne veux pas entendre parler d'exposer. Mais c'est mieux, ou bien tu veux l'examen sur ta. Ok. Et à côté donc du mécanisme de développement propre, excusez-moi, je viens de me rendre compte d'une erreur que j'ai eu à faire ici. C'est MDPS, ce n'est pas MPD. MDP, voilà. Parce que depuis là, je regarde, c'est développement propre. S'il vous plaît. Donc, voilà. Je vais corriger ça après. Le système est trop compliqué, donc je vais continuer. C'est MPD. MDP plutôt. Ensuite, on a l'application conjointe. L'application conjointe, c'est un programme du protocole de Kyoto qui permet aux pays développés d'atteindre une partie des réductions de gaz à effet de serre qui leur sont requises en finançant des projets qui réduisent les émissions dans d'autres pays industrialisés. Donc, vous voyez que le mécanisme de développement propre, ça c'est entre pays développés et pays pauvres, mais l'application conjointe, c'est le même type c'est à peu près le même fonctionnement, mais ça se fait quoi? Entre pays développés. Par exemple, entre les États-Unis et l'Ukraine. Bon, vous voyez, entre les États-Unis et la Russie, par exemple. Donc, concrètement, ce projet consiste à construire des installations dans les pays d'Europe de l'Est et de l'Est-Union soviétique, également appelée économie en transition. Ces projets sont financés par les pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. Les gouvernements offrant leur appui plutôt, reçoivent des crédits qui peuvent être utilisés pour leurs objectifs d'émission. Les pays receveurs gagnent en investissement étranger et en technologie avancée, mais pas en crédit pour leurs objectifs d'émission. Et ils doivent les acquérir par eux-mêmes. Le système a des avantages de flexibilité et d'efficacité. Et donc, c'est clair
les Américains viennent investir en Ukraine. Et parce qu'ils ont investi dans ce projet, toutes les émissions, toutes les réductions d'émissions qui seront liées à ce projet incombent directement aux États-Unis. Mais l'Ukraine même n'en bénéficie pas. Vous voyez, l'Ukraine doit faire ses efforts de réduction dans les autres secteurs d'activité. Oui, prof? Donc, c'est le même principe à peu près que le MDP, hein, le mécanisme de développement propre. Là, ça se fait dans le pays sous-développé, mais ici, dans le cas de l'application conjointe, ça se fait dans le pays développé. Voilà. L'application conjointe et le MDP sont des opérations d'application similaires et compliquées. Afin d'obtenir le feu vert pour les projets d'application conjointe, les pays industrialisés doivent remplir les conditions du protocole de Kyoto sur les inventaires exacts de gaz à effet de serre, sur les registres détaillés d'unités et de degrés d'émission. Ces étapes sont aussi requises pour le commerce international d'émissions sur le marché du carbone. Donc, vous voyez que le contrôle est sérieux et normalement, cette contrainte d'être d'abord signataire du protocole de Kyoto avant d'en bénéficier est une bonne contrainte. Sinon, les pays, certains grands pays, suivez mon regard, n'allaient jamais accepter. Hein? C'est-à-dire, ils vont plutôt profiter, quoi. Ils vont venir faire ces projets, puis, mais il faut d'abord être signataire du protocole de Kyoto. Et je pense que c'est ce qui a obligé les États-Unis à un moment donné et certains pays de signer le protocole de Kyoto. Et donc, okay. Après donc les conférences sur le climat de 95 à 97 qui ont abouti à la mise en place donc, du protocole de Kyoto et de ses mécanismes de flexibilité. Nous allons voir ce qui s'est passé après. Et donc, en mars 2001, on va constater le refus de limitation des gaz à effet de serre par les États-Unis. Donc, le 13 mars 2001, le président des États-Unis, Bush, annonce qu'il renonce à la réglementation des émissions de gaz à effet de serre et affirme son opposition au protocole de Kyoto. Ça se sentait, ça venait. Et aux accords de Bonn en 2001, toujours, un accord politique sur les modalités d'application du protocole de Kyoto est conclu. La conférence de Bonn faisait office de décret d'application, de décret d'application des accords de 1997. L'accord donc de Bonn prévoit la création d'un fonds spécial pour les changements climatiques ainsi qu'un fonds pour les pays les moins avancés au titre de la Convention de 1992 afin d'aider les pays en développement à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques, à se procurer des technologies propres, à limiter l'augmentation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, à côté donc, de la création du fonds spécial, on a aussi la création d'un fonds d'adaptation pour le financement des projets et de programmes spécifiques d'adaptation. Il y a aussi que pour le crédit que les pays développés peuvent tirer des puits de CO2, les activités pouvant être prises en compte seront la restauration du couvert végétal et la gestion des forêts, des terres cultivées et des pâturages dans les pays en voie de développement. Il y a aussi le fait que les règles pour le fonctionnement
mécanisme de développement propre permettant aux pays industrialisés d'investir dans les pays en développement dans des projets sans effet néfaste pour le climat et d'obtenir un crédit pour les émissions ayant été évitées grâce à ces projets. Donc, les règles de fonctionnement donc, de ce système-là sont mises en place. Des projets d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable et de puits forestiers peuvent être mis en place peuvent être pris en compte plutôt au titre de ce mécanisme, tandis que les parties développées, c'est-à-dire les États développés, doivent s'abstenir d'utiliser le nucléaire au titre du MDP. Un conseil exécutif a été mis en place pour surveiller le fonctionnement de ce mécanisme. Il y a aussi la mise en place d'un comité d'observance comprenant une branche facilitatrice et une branche coercitive qui sera chargée de surveiller le respect des engagements par les parties. Donc, vous voyez que toutes ces dispositions qui ont été prises, il faut des mesures pour pouvoir surveiller, pour pouvoir suivre et pour pouvoir faire un bilan à certaines étapes de la mise en place de ces mécanismes. Et toujours au niveau de l'accord de Bonn, plusieurs mesures concrètes ont été approuvées. Il y a par exemple les procédures et les règles de comptage des émissions de gaz à effet de serre, l'organisation du système d'échange d'émissions de gaz entre le Nord et le Sud. Un pays industrialisé est ainsi autorisé à soustraire la quantité de gaz qu'il aide à réduire dans un autre pays de son compte global. Voilà. Il y a aussi la création d'un fonds d'adaptation permettant aux pays émergents de faire face au changement climatique devant être doté de 450 millions d'euros. Il y a la mise en place d'un organe de contrôle du respect des engagements. Dans le cadre où un pays ne respecte pas ses engagements, il serait exclu du système d'échange entre les pays. Cette conférence constitue le premier pas en matière de réalisation d'une réglementation internationale contraignante en matière environnementale. Donc, vous voyez que les accords de Bonn, c'est des accords très importants. Ce n'est pas de l'accord de Bonn. C'est un accord très important qui contient toutes les bases nécessaires pour la mise en œuvre de Kyoto. En 2001, toujours, il y a l'accord de Marrakech. Les principaux points de l'accord concernent le maintien de l'intégrité de l'accord politique conclu à Bonn en juillet 2001, la mise en place d'un système de respect des engagements fort qui sera d'application dès l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, mais la question de la contrainte légale a été remise. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas faire des poursuites, on ne peut pas poursuivre devant les juridictions un État qui ne respecte pas parce que la contrainte légale n'a pas été prise en compte. Les règles et modalités des mécanismes prévus dans le protocole de Kyoto, ce qui permet un débat rapide des projets MDP et le lancement des projets d'application conjointe. Donc, les règles ont été encore bien consolidées. Il y a aussi un marché international de droits d'émission qui sera mis sur pied dès 2008. Nous sommes en 2001. Et donc, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ces choses, dans cette lutte, c'est que les États commencent les choses plus tôt pour ce qui doit arriver. Ils commencent à se préparer parce que vous savez, les affaires concernant les États, ce n'est pas comme avec nos enfants et autres, ou bien A plus A égale à 2. C'est plusieurs négociations. Donc, on est en 2001 et on prévoit des choses pour que l'émission, le commerce, le marché du carbone, là, l'idée a été émise, mais elle ne fonctionne pas
encore. Donc, il faut prendre des dispositions, il faut tout faire pour que, jusqu'en 2008, le marché fonctionne normalement. Il y a aussi la définition des règles d'éligibilité pour participer au mécanisme de flexibilité. La définition des règles, ok. Il y a les procédures de surveillance et de rapport qui ont été établies en ce qui concerne les mécanismes de flexibilité ainsi que les procédures de comptabilisation. Les unités d'émission issues des trois mécanismes de flexibilité peuvent être transférées plusieurs fois comme des unités égales. Il y a aussi des règles pour l'utilisation de crédits à partir d'activités de puits dans la foresterie et l'agriculture, ce qui renforce l'intégrité gouvernementale du protocole de Kyoto. Un ensemble de décisions pour les pays en développement vulnérables aux effets du changement climatique qui prévoit l'octroi de ressources nécessaires dans les prochaines années pour les aider à construire leur capacité à adapter leurs économies aux inévitables effets des changements climatiques. Donc, vous voyez que les accords de Marrakech aussi. Les accords de Marrakech les accords de Marrakech aussi sont très importants, cet accord aussi bien que l'accord de Bonn, parce que c'est toujours la mise en place de ce qu'il faut pour que le protocole de Kyoto devienne vraiment efficace, marche correctement. En 2005, on a l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. Et donc, le protocole de Kyoto entre en vigueur. Il est signé en 1997, vous voyez, en 1997. Et il entre en vigueur en quelle année? Il prend effet après avoir ratifié par 100 combien? 141 États. Donc, il entre en vigueur en 2005. Ainsi, 36 pays industrialisés, à l'exception des États-Unis et de l'Australie, qui comptent pour plus d'un tiers des gaz à effet de serre, vous entendez, du monde industrialisé, mais n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, seront dans l'obligation de réduire de 5,2% en moyenne leur émission de gaz à effet de serre et de 5 autres gaz réchauffant la planète. Les 107 pays en développement qui ont ratifié le protocole auront de simples obligations d'inventaire d'émissions polluantes. Et donc, nous, nos pays, on n'a pas cette obligation-là de réduire. Mais on doit montrer, on doit mesurer et montrer, publier, faire connaître nos émissions aux autres. Puisqu'on ne dépasse pas, bon, on ne peut pas nous demander de réduire en tant que tel. En novembre 2005, à la conférence de Montréal, la première réunion de suivi du protocole de Kyoto et la 11e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Il a mobilisé près de 10 000 personnes et une trentaine de ministres d'environnement. Cette conférence donc entérine une série d'accords, des accords de Marrakech. Vous voyez que les accords de Marrakech avaient été les accords de Marrakech dont on a parlé tout à l'heure, mais il faut que ça soit entériné. Donc, entérine une série d'accords qui établissent les règles de fonctionnement de Kyoto, permettant la totalité de sa mise en œuvre. Les marchés du carbone deviennent ainsi une réalité. Par ailleurs, la décision de négocier un prolongement de Kyoto au-delà de son échéance de 2012 est prise. L'accord de dernière minute prévoyant que les négociations seront menées dans le cadre dans le cadre plus large de la Convention cadre des Nations Unies, les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole, qui n'ont pas ratifié le protocole, acceptent finalement de s'y associer. Donc, vous voyez que les États-Unis ont été en quelque sorte obligés
à s'associer au protocole de Kyoto parce que s'ils ne sont pas associés, ils ne pourront pas prendre part au commerce du carbone. Et en janvier 2006, il y a une réunion qu'on appelle Partenariat Asie-Pacifique qui se fait pour la première fois. Cette réunion a porté sur le développement propre et le climat et s'est tenue à Sydney. Ce partenariat formé en 2005 regroupe les États-Unis, l'Australie, la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. Vous pensez que c'est un très bon partenariat par rapport au climat? Hein? Les États-Unis, l'Australie, la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. Ces pays représentent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. L'Australie et les États-Unis ayant pour leur part refusé de ratifier le protocole de Kyoto. Donc, le communiqué final de cette rencontre, c'est quoi? La lutte contre le réchauffement climatique ne doit pas freiner la croissance économique. La plus grosse partie de la lutte contre le réchauffement climatique reviendra au secteur privé. Donc, vous voyez que à chaque fois qu'une décision est prise, elle n'arrange pas les États-Unis, et pour une fois, vous voyez que les États-Unis et l'Inde, la Chine n'est même pas concernée, mais l'Inde, ok. Une décision d'émission ou de réduction d'émissions, de stabilisation, n'arrange pas les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer quelque chose. Ils vont émettre une idée pour contrôler la chose. Parce que l'idée de commerce d'émissions, si on veut voir, est venue de ce groupe-là. Et voici maintenant qu'ils vont encore orienter ça vers le privé. Parce que dans ces pays-là, il y a des taxes de carbone. En novembre 2006, on a la 12e conférence des Nations Unies qui va se tenir sur le climat, qui va se tenir à Nairobi, au Kenya. Et cette conférence-là va faire une révision donc, du protocole de Kyoto. Cette révision qui sera fondée donc sur le quatrième rapport du GIEC doit permettre donc de définir les implications du protocole au-delà de 2012. Parce que, vous vous rappelez, j'avais dit que le protocole devait continuer jusqu'en 2012 et il devrait être question de soit le remplacer par un autre protocole ou bien le prolonger. La question donc de l'élargissement de l'accord à des pays comme la Chine ou l'Inde non concernés par la première étape est posée. Voilà. La conférence est également centrée sur le renforcement des mécanismes de soutien aux pays en voie de développement avec la mise en œuvre du mécanisme de développement propre. Donc, l'idée de mécanisme de développement propre avait été adoptée, mais il faut que ça soit effectif. Les participants décident donc d'aider l'Afrique à obtenir des fonds pour des énergies propres, c'est-à-dire des énergies éoliennes ou hydromotrices notamment. Et donc, on va noter que les principaux accords de protocole négociés de 1995 à 2006 dans la lutte contre les changements climatiques sont le protocole de Kyoto, les accords de Bonn et de Marrakech. Ces accords de protocole ont permis la création d'un ensemble de mécanismes de flexibilité, à savoir le marché du carbone, le mécanisme de développement propre et l'application conjointe entre les différents pays. La conférence de Nairobi en 2006 a permis donc la mise en œuvre du MDP avec l'octroi de fonds aux pays les moins avancés pour un développement propre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des ajouts, il y a des contributions? Monsieur Sékou Touré, vous avez des ajouts? Vous avez des contributions? Non, pas pour le moment. Peut-être que plus tard, des questions viendront, mais je crois qu'on peut les poser dans le forum. Non. Okay. Ok, donc on va passer à